Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'Association française de zootechnie. En attendant que les personnes arrivent dans la salle, je vous rappelle que vous avez deux possibilités pour interagir avec les intervenants et les animateurs. D'une part, vous avez un bouton qui s'appelle discussion ou converser ou chat selon vos versions de Zoom. Et vous pouvez, sur ce bouton, soit donner des informations, soit éventuellement faire part de vos soucis techniques. Si vous en avez, en général, ça n'arrive pas. Le deuxième bouton, le plus important dans le cadre de ce webinaire, c'est le bouton Q&R pour questions et réponses. Et ce bouton vous sert à poser toutes les questions que vous souhaitez poser aux intervenants. Et donc, ces questions seront relayées aux intervenants à l'oral pour que vous ayez vos réponses. Et donc, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole aux collègues de l'Association française de zootechnie pour présenter ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier webinaire de 2021 organisé par l'Association française de zootechnie. Je suis Jean-François Hoquette, président nouvellement élu de l'Association française de zootechnie, et je vais vous présenter succinctement cette association. L'Association française de zootechnie, AFZ, est un carrefour de tous les acteurs des filières et des productions animales. Son objectif est d'aider à la progression de la réflexion, à la diffusion et à l'application des connaissances relatives aux animaux d'élevage et aux filières animales. La FZ favorise les échanges et les collaborations entre les entreprises, les organisations professionnelles, le monde de la recherche, la formation et les administrations. La FZ est aussi un lieu de promotion d'une image objective et valorisante des produits animaux et des productions animales. Pour répondre à ces objectifs, l'AFZ a trois types d'activités. Tout d'abord, l'AFZ organise des journées d'études comme celle-ci, comme ce webinaire. De plus, l'AFZ apporte un soutien à la formation et à la recherche. L'AFZ récompense notamment le meilleur travail de recherche doctorale durant une année en production animale. Donc, elle délivre un prix annuel de thèse. Et l'AFZ est aussi membre de la Fédération européenne de zootechnie. Enfin, l'AFZ gère des activités d'ingénierie et conduit des études. Elle gère et elle diffuse des informations techniques et scientifiques, notamment en nutrition animale. L'AFZ développe pour ses partenaires des sites Internet et des solutions informatiques. Et l'AFZ participe activement à des programmes de recherche et développement, notamment en étant partenaire dans des programmes européens. L'AFZ a été créée en 1949 par le professeur Leroy. Elle a été présidée par Julien Colléou, Claude Béranger, Daniel Sauvan, Patrick Chapoutot. Et donc, j'ai été élu président de l'AFZ en 2021. Et le bureau est constitué, outre son président, de 3 vice-présidents, Daniel Sauvan, Philippe Lesquat, Patrick Chapoutot, qui est aussi trésorier, et qui sont d'AgroParisTech. Et notre secrétaire général est Christelle Fablé de l'ANSES. Donc, toutes ces personnes sont à votre disposition. Ce sont des personnes contacts si vous souhaitez échanger autour des activités de l'AFZ et autour des recherches en production animale notamment. Donc, bienvenue à ce premier webinaire. Je vais donc passer la parole à notre collègue Jean-Yves Dourmade qui va introduire ce webinaire. Voilà. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce premier webinaire d'une série de 3. Donc, la thématique a été choisie finalement dans le contexte actuel de mise en place d'une expérimentation sur l'affichage environnemental des produits alimentaires et donc bien sûr des produits animaux qui en font partie. Et la question qu'on se pose ou qu'on peut se poser, finalement, cet affichage environnemental, est-ce que c'est une opportunité ou une menace pour l'élevage et pour les filières animales? Alors, cet affichage, il vient en complément
d'un affichage nutritionnel qui existe déjà pour la plupart des produits, donc, que vous connaissez peut-être, donc le Nutri-Score. Et l'idée, donc, dans le cadre de la mise en place de différents programmes de réduction de l'impact environnemental, c'est de mettre en place un affichage environnemental qui devrait orienter le consommateur vers des produits à moins d'impact. Donc, actuellement, une expérimentation est en cours à la demande du ministère de l'Environnement et elle est pilotée par l'ADEME. Alors, dans ce contexte-là, on vous propose en fait une série de webinaires. Donc, aujourd'hui, on va avoir une première présentation un petit peu introductive sur l'élevage et les objectifs de développement durable, donc, qui sera présenté par Anne Mottet. Le 28 juin, donc, la date et l'heure sont déjà fixées, donc à 14h, entre 14h et 17h. On va aborder plus le volet production avec l'intervention de plusieurs spécialistes de l'évaluation environnementale des systèmes d'élevage, de la méthodologie, mais aussi de l'application de ces méthodologies filière par filière. Et en septembre, une date qui reste encore à définir, on utilisera cette information en complément d'autres informations pour voir comment on peut évaluer et afficher sur la base environnementale les produits animaux. Donc là, avec des interventions qui sont prévues du ministère de l'Environnement, qui est porteur du projet d'expérimentation de l'ADEME, qui le met en œuvre, et aussi de différents partenaires de l'INRA. L'idée étant, à ce niveau-là, de voir les données et les méthodes dont on dispose, et aussi de voir comment cet affichage environnemental il va se positionner par rapport à l'affichage nutritionnel qui existe déjà. Tu peux passer la diapo suivante. Finalement, j'ai repris ici une illustration que l'on avait utilisée dans un programme de recherche ANR, qui s'appelait Agralide, et qui se positionnait déjà à l'époque sur cette problématique des produits animaux, de leur valeur nutritionnelle et de leur impact environnemental. Finalement, on essaie de faire un cheminement entre, d'un côté, les produits alimentaires, donc notre consommation de tous les jours, et les impacts environnementaux. Donc, on peut aborder cette problématique dans le sens de en quoi la façon dont on mange influence les impacts environnementaux. On peut aussi aborder cette question à l'inverse, c'est dire on fixe des impacts, des objectifs environnementaux, par exemple, on peut dire réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre, comme c'est l'objectif retenu d'une manière plus globale, et on peut dire comment on fait pour y arriver sur le volet alimentation des émissions. Mais on peut aussi aborder la problématique d'une manière un petit peu différente, et c'est un peu celle qu'on souhaiterait aborder au cours de ces séminaires, dire nos systèmes d'élevage, comment on peut les faire évoluer pour être finalement gagnant-gagnant, gagnant en termes de réduction de l'impact environnemental, mais gagnant aussi en termes de couverture des besoins nutritionnels. Parce que le risque, quand on raisonne seulement dans un sens, finalement, par exemple, on peut très bien mettre en place des orientations environnementales qui vont conduire à une dégradation de la qualité nutritionnelle des aliments ou des repas pour les personnes, ou à l'inverse, le fait de travailler uniquement du côté de l'évolution des systèmes, des modalités d'alimentation, ne sera pas forcément suffisamment efficace pour réduire les impacts. Et on pense que l'évolution des systèmes de production, c'est une voie qui peut à la fois améliorer la qualité nutritionnelle des produits et réduire les impacts environnementaux. Donc, on va passer à la présentation d'Anne Mottet. Donc, Anne Mottet est chargée des politiques d'élevage à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, donc la FAO. Et elle va nous faire une présentation intitulée Élevage et objectifs de développement durable, enjeux et opportunités. Merci d'avance, Anne, pour cette présentation, d'avoir passé du temps à préparer cette présentation. Et puis, donc, on t'écoute.
Merci Jean-Yves, bonjour à tous. Je partage mon écran, j'espère que vous voyez bien. Non, il n'est pas arrivé encore, votre Donc, écran. je voudrais remercier d'abord Jean-François et puis Lavzette pour cette invitation. Hein. Ça me fait très plaisir d'être invité à donner un peu une introduction au thème. Excusez-moi, Anne, votre C'est écran n'est pas encore… Alors, c'est pas grave. On va recommencer. Est-ce que c'est bon maintenant? On va avoir un problème de débit. Je crains que vous ayez un problème de bande passante. Donc, il faut couper votre caméra déjà. Alors, je vais peut-être couper ma caméra pour le moment. Oui. Est-ce que vous voyez mieux mon écran maintenant? Non, toujours pas. Donc, attendez, je le départage pour que… essayez à nouveau. C'est bon maintenant? Non, non, je l'ai enlevé. Réessayez maintenant que il n'y a plus votre vidéo. Celui-là, il n'arrive pas. De mon côté, ça me Jean-François, voilà. Ah voilà, c'est bon. est en cours de Par contre, le son ne passe pas bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Non. Alors. Voilà, déjà, votre diaporama est en place. Et donc, je pense que maintenant, ça devrait aller. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, c'est bon. OK. Alors, je suis désolée, j'ai coupé tout ce qui pouvait être connecté à mon Internet de mon côté. J'espère que le son passera bien. Et excusez-moi pour ce démarrage. On a des problèmes de connexion parfois à Rome avec Internet. Alors, donc je remercie de nouveau Jean-François pour cette invitation et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai préparé une petite présentation sur quelques aspects du lien entre le secteur de l'élevage au niveau mondial et des grandes régions dans le monde et les objectifs de développement durable avec lesquels on travaille, nous, dans les agences onusiennes, que vous connaissez certainement. Alors, avant de commencer, je voudrais poser deux questions à l'Assemblée, des questions qui sont souvent mal répondues. Alors, je suis très curieuse de savoir ce que les membres de l'Association française de zootechnie vont répondre. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui contribue davantage aux émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que c'est manger 2 steaks de portions raisonnables par semaine pendant toute une année, ou est-ce que c'est faire un aller-retour en avion Paris-New York? Donc, si vous voulez, par exemple, vous pouvez commencer vous pouvez mettre des réponses dans le chat, par exemple, si les participants veulent taper A ou B. Alors, je vois que c'est assez partagé. Il y a quand même un peu plus de B. Donc oui, tout à fait, la réponse, c'est bien l'avion. Hein. Alors, c'est proche. J'ai fait les calculs avec les estimations des analyses en cycle de vie européennes et l'analyse en cycle de vie des avions aussi. Mais c'est assez proche, mais finalement, c'est quand même l'avion qui remporte en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et alors, la deuxième question, combien de kilos de céréales faut-il pour produire 1 kilo de viande en moyenne dans le monde quand on mélange monogastrique et ruminant? Alors, est-ce que vous voulez aussi taper vos réponses? Je vois qu'il y a déjà 2 réponses, 13, 6, 3, 6. C'est assez partagé. Alors, en fait, la réponse d'après une estimation qu'on a faite à la FAO, c'est 3. Donc, c'est bien le chiffre le plus bas, alors que souvent, on entend quand même des chiffres bien plus élevés, hein, notamment dans la presse. Hein, ça peut monter jusqu'à 20 kilos en fonction bien sûr des sources et puis des systèmes qui sont considérés. Là, c'est un chiffre moyen, tout système de production confondu. Alors, une autre façon de regarder ça, c'est un petit peu la répartition du profil de consommation de protéines en fonction des grandes régions du monde. Donc, c'est des chiffres qui datent un peu, mais qui n'ont pas beaucoup évolué depuis. Donc, vous voyez que déjà, les niveaux de consommation de protéines sont très variables d'une région à l'autre. Hein. On passe de 57 kilos
par jour et par personne en Afrique de l'Est, donc c'est le chiffre le plus bas au niveau mondial par région, jusqu'à plus de 100 en Amérique du Nord. Puis vous voyez aussi que les profils sont assez contrastés, hein, avec des régions où les sources de protéines sont davantage végétales, de nouveau Afrique subsaharienne en général, mais aussi Asie du Sud et Asie du Sud-Est, et puis d'autres régions qu'on connaît bien où les profils de protéines sont aussi plus équilibrés, ou je dirais même des fois déséquilibrés en faveur des protéines animales, comme vous voyez en Amérique du Nord par exemple. Alors, si on se projette un peu, ça c'est toujours pour établir le cadre dans lequel on va discuter de ces objectifs de développement durable, quelles sont les projections de demande pour les différentes sources d'alimentation, les différents types d'aliments dans le futur. Alors nous, à la FAO, on a produit une révision de nos estimations à l'horizon 2050 en 2018, et on a fait pour cela 3 scénarios plutôt que de faire des projections. On a fait une prospective, donc un scénario business as usual que vous voyez sur la première colonne, un scénario avec un peu plus de durabilité à la fois dans les politiques et les comportements des consommateurs, puis un scénario avec un peu moins de durabilité qui sont une société un peu plus clivée, moins de répartition que dans le business as usual, et puis des politiques qui n'encourageraient pas des décisions environnementales. Je vais sans rentrer dans les détails, c'est pour vous donner une espèce de fourchette des possibles. Mais si on regarde juste le business as usual, vous voyez qu'on va avoir besoin de plus de tout en 2050 du fait de la croissance de la population mondiale. Et malgré les scénarios, je dirais, plus durables où les pays à haut niveau de revenus auraient des niveaux de consommation qui se stabiliseraient, on est toujours, vous voyez, même dans cette deuxième colonne qui est assez optimiste, il nous faut quand même plus 30% de viande, plus 39% de céréales, plus 48% de fruits et légumes. Donc c'est bien dans ce contexte qu'il faut réfléchir. On aura besoin de produire plus, même si on améliore la répartition des ressources et des richesses. Alors, le pendant de cette projection, ou de cette prospective, c'est que même quand on regarde ces différents scénarios, et notamment le business as usual, on a toujours un nombre très important et je dirais inacceptable de personnes qui souffrent de la faim. On est selon ces estimations en 2030 toujours autour de 600 millions de personnes. Donc une conséquence de ces scénarios économiques qui restent préoccupants sur le plan d'un des objectifs de développement durable qui est celui de fin zéro, le numéro 2. Alors, ces objectifs de développement durable, on les représente, nous, souvent sous forme on appelle ça une pizza, c'est sans doute parce qu'on est à Rome, mais ça permet de les avoir tous sous les yeux en même temps. Vous voyez, il y a bien sûr la pauvreté, la faim, la santé, l'éducation, le genre, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'objectifs maintenant environnementaux, qui c'est une nouveauté par rapport aux objectifs du millénium qu'on avait avant, jusque 2015. Et puis, on a quand même des objectifs qui sont liés à des processus plutôt qu'à des personnes ou à l'environnement. Vous voyez, par exemple, la paix, les partenariats, les liens entre zones rurales et zones urbaines. Donc, c'est avec ce cadre qu'on travaille, nous, aux Nations Unies, et avec les pays. Mais pour l'élevage, on propose une grille de lecture un peu simplifiée de 4 grandes zones de travail pour le développement durable de l'élevage qui s'organisent autour de la sécurité alimentaire et de la nutrition, des moyens de subsistance et de la croissance économique, de la santé publique et de la santé animale, y compris aussi bien-être animal, et puis de toutes les dimensions environnementales avec notamment la gestion des ressources naturelles et le climat. Alors, ces grandes catégories, on les a définies au moment du Global Forum for Food and Agriculture qui a lieu à Berlin en 2018. Et depuis, ça a quand même bien porté fruit parce que ça a été utilisé pour l'établissement du sous-comité pour l'élevage de la FAO. Je sais qu'il y a un certain nombre d'organisations, notamment au niveau européen, qui reprennent ces grands axes de travail. Hein. Donc, j'avais vu que Jean-Louis Perrault était dans la liste des participants, donc il pourra nous en dire un mot. Mais donc, c'est bien structurant et ça nous permet de couvrir un peu tous les enjeux actuels avec lesquels on travaille à la FAO et avec les pays. Alors, pour commencer sur le premier, sécurité alimentaire et faim dans le monde,
le constat pour le moment, il est assez négatif parce que depuis 2015, la faim progresse à nouveau, à la fois en termes de nombre de personnes atteintes et de prévalence, donc le pourcentage de la population atteinte. Donc vous voyez, on a des projections à l'horizon 2030 qui sont en aggravation. Les principales raisons derrière, ce sont les impacts des conflits et du changement climatique, selon nos derniers rapports. Et donc, une situation sur cet objectif qui est en détérioration, alors qu'on avait une amélioration depuis le début des années 2000. Alors, la situation en termes de région, donc vous voyez que c'est essentiellement en Afrique subsaharienne et en Asie qu'on trouve ces personnes qui souffrent de la faim, et les projections sont vers une inversion de la prévalence, hein, avec un recul de la part des personnes qui souffrent de la faim en Asie, et en termes de proportion, bien sûr, et l'Afrique subsaharienne qui prendrait la première place dès les années 2025-2030. Alors, la faim, c'est une des formes de malnutrition. Vous savez qu'on travaille maintenant aussi avec deux autres formes, le déficit nutritionnel ou les carences, et la surconsommation qui mène au surpoids ou à l'obésité. Donc, on a trois formes de malnutrition maintenant dans le monde. Ces trois formes, elles coexistent dans le monde, mais elles coexistent aussi au sein des mêmes pays, voire même parfois au sein des mêmes ménages. Et la répartition des consommations de produits alimentaires est telle qu'on peut avoir des personnes qui sont en surpoids et des personnes en déficit, en carence nutritionnelle dans le même ménage. Alors, vous voyez sur les objectifs on a d'autres indicateurs, hein, sur la nutrition, donc le retard de croissance, le stunting, le surpoids. Vous avez par exemple le poids à la naissance, hein, et puis alors le seul indicateur qu'on a qui progresse positivement et qui est, selon les projections, vous voyez, hein, les cibles qu'on se donne pour 2025 et 2030, le seul qui est sur la bonne voie, c'est celui de l'allaitement. Sur tous les autres, on est dans une situation de détérioration, ou en tout cas, pas de détérioration, de progrès insuffisant, voire de détérioration quand il s'agit de surpoids et d'obésité. Alors, le pendant à faire, et c'est celui de notre dernier rapport, je vous ai mis le lien, là, c'est ce qu'on appelle le SOFI, le State of Food Insecurity, c'est l'accès aux différents groupes d'aliments. Et quand on regarde, par exemple, si on groupe les pays, alors vous avez la moyenne mondiale ici, vous voyez l'accès en termes de grammes par personne et par jour de ces différentes catégories d'aliments. Donc, au niveau mondial, on a une situation pas très équilibrée, avec une majorité plus du tiers qui est apporté par les céréales, les racines et les tubercules. Et puis un peu plus du quart par les fruits et les légumes, alors que vous voyez que les légumineuses, les protéines animales sont plutôt faibles en moyenne au niveau mondial. Alors que si on regarde les pays à haut niveau de revenus, alors maintenant c'est avec cette catégorie de pays qu'on travaille, hein. On dit plus pays en voie de développement ou pays développés, mais on dit haut niveau de revenus, revenus intermédiaires et bas revenus, et puis on fait des sous-catégories là-dessus. Donc vous voyez que le seul endroit dans le monde où on a un équilibre en termes de groupes d'aliments, c'est quand même les pays à haut niveau de revenus. Et quand on regarde la situation par rapport aux pays à bas niveau de revenus, vous voyez qu'on a quand même un très faible accès à une diversité d'aliments dans ces pays. Alors, un point important, et je trouve que c'est quelque chose qui est pourtant très très simple à montrer, parce que ça, c'est des données de FEOSTAT, une publication récente du professeur Adesogan qui travaille dans une université américaine en Floride et qui est d'origine éthiopienne, si je ne me trompe pas. Il a mis en parallèle le score de retard de croissance, donc le pourcentage des enfants entre 0 et 59 mois qui sont en retard de croissance par pays, et la consommation annuelle de viande. Et donc, vous voyez qu'on a quand même une corrélation inversée avec, alors bien sûr, on a des pays intermédiaires, mais vous voyez que dans tous les pays où on a les retards de croissance les plus importants chez les enfants, c'est les pays où on consomme le moins de viande, et vice-versa, hein, les pays avec plus haute consommation sont là où on retrouve le moins de retard de croissance. Et ça, ce sont des analyses qui sont assez simples à faire, puisque, encore une fois, elles viennent de chiffres de FEOSTAT, mais qui sont finalement un peu perdues dans le dialogue à la fois politique et public qu'on peut entendre aujourd'hui.
Alors, dans cette partie sécurité alimentaire, il faut aussi parler d'un thème qui revient souvent, celui de la compétition entre l'alimentation humaine et l'alimentation animale. Alors, on a fait une estimation au niveau mondial de l'ingestion d'alimentation animale, y compris fourrage, du secteur de l'élevage mondial. Donc, on arrive à peu près à 6 milliards de tonnes en matière sèche. Et vous voyez la répartition ici en matière sèche, on a quand même une grosse majorité déjà d'herbe au pâturage, mais aussi de fourrage grossier, de paille, vous voyez les résidus de culture, un petit peu de culture fourragère, 8%, et puis les céréales qui représentent seulement 13% en matière sèche, mais ça fait quand même environ 33%, donc à peu près un tiers de la production mondiale de céréales. Donc on a une certaine forme de compétition qui s'opère. Mais bien sûr, il faut aussi parler de l'utilisation des terres. Après, on reviendra là-dessus. Mais il faut quand même se rendre compte que la grosse majorité de l'alimentation animale dans le monde est composée de produits qui ne sont pas comestibles pour les humains. Alors, l'étape d'après, dès qu'on s'est posé cette question, c'est la question de l'efficience. Comment on transforme cette matière sèche et quels sont les systèmes les plus efficients pour transformer de la matière sèche en protéines. Alors, on a calculé ça. Alors, là, je vous montre que les résultats pour comparer ruminants et monogastriques. En termes de contribution à la production mondiale de protéines, on est à peu près à l'équivalent entre les deux sous-secteurs. Hein. Vous voyez, autour de 36-38 000 millions de tonnes par an de protéines. Alors, on résume ça en protéines ici parce que ça nous permet d'agréger viande, lait et œufs. Et donc, vous voyez que si on regarde en matière sèche, bien sûr, 1 kg de protéines de ruminants, c'est 133 kg de matière sèche et 30 kg de matière sèche pour les monogastriques. Donc, on a ici une efficience basée sur la matière sèche qui est fortement en faveur des monogastriques. Mais dès qu'on regarde déjà cette matière sèche, si elle est comestible pour les humains ou pas, donc ce taux de conversion ici, numéro 2, on voit que le rapport s'inverse. Hein. On a 6 kg de matière sèche comestible pour 1 kg de protéines de ruminants contre 16 pour les monogastriques. Alors, on a fait le calcul pour la viande, et ça, c'est le chiffre que je vous ai posé en début de présentation. Hein. Donc, la moyenne, c'est autour de 3 kg, et on est un petit peu moins chez les ruminants. Donc, si on élimine la matière sèche comestible ingérée pour faire du lait pour les ruminants ou des œufs pour les poulets, eh ben, on arrive à environ 2,8 pour 1 kg de viande. Alors, pour les ruminants. Et puis, alors, la dernière colonne, c'est ici le kilo de protéines de matière sèche végétale pour faire 1 kg de protéines animales, de matière sèche végétale comestible. Donc, vous voyez qu'un chiffre intéressant, si on regarde uniquement sur cette matière sèche ingérée, la part de protéines et qui est comestible pour les humains, on voit qu'on est en dessous de 1. Ça veut dire que pour les ruminants, on crée de la protéine comestible pour les humains à partir de protéines non comestibles pour les humains. C'est une contribution nette à la disponibilité mondiale en protéines. Donc ça, c'est un chiffre important. Alors, si on a aussi des chiffres par système de production, si on regarde plutôt les systèmes au pâturage par rapport au système mixte, bien sûr, on a des chiffres encore plus bas sur les systèmes au pâturage. Alors, un point important qu'il faut noter, c'est celui des pertes et des gaspillages dans les systèmes alimentaires. Alors, même si on a des chiffres qui sont globalement estimés moindres dans les filières animales, vous voyez ici pour les systèmes laitiers, on est à 20% par rapport à 45% pour les fruits et légumes, hein, c'est le chiffre le plus haut. On a quand même des pertes qui s'opèrent, et vous voyez que les profils sont assez différents d'une région à l'autre. Hein. Si on compare à quel endroit dans les chaînes de valeur s'opèrent les pertes et gaspillages, on a par exemple en Afrique subsaharienne plus de pertes au niveau de la production en proportion par rapport à d'autres régions du monde, plus de pertes aussi au niveau de la distribution, mais très peu au niveau de la transformation. Alors que dans toutes les autres régions du monde, vous voyez le petit carré rouge là, on a plus de pertes au niveau de la transformation quand il s'agit des produits laitiers, mais aussi des produits de la viande. Alors, pour résumer, ça, c'était la première zone de travail, sécurité alimentaire et nutrition. Donc, voilà quelques points de résumé. Hein. Donc, je ne vais pas revenir sur chacun, mais je pense qu'une conclusion importante, c'est ce point-là, c'est l'amélioration de la gestion des systèmes d'élevage et tirer parti des ressources animales non comestibles. Un grand objectif de développement et une priorité de développement, je pense, c'est sur cette circularité des systèmes et des liens entre systèmes animaux et
et systèmes de culture pour nous, c'est un des enjeux prioritaires. Alors bien sûr, tout ce qui est contribution indirecte du secteur de l'élevage à la sécurité alimentaire à travers l'attraction et la fourniture de classiques avec lesquels on travaille, mais qui va encore faire l'objet d'amélioration. Alors, le deuxième axe de travail, c'est celui de l'économie et des moyens de subsistance. Donc, pour commencer, quelle est la situation mondiale ? On avait en 2013 presque 750 millions de personnes en extrême pauvreté, c'est-à-dire moins de $2 par jour et par personne. Et vous voyez la répartition avec de nouveau une prévalence de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie du Sud. Donc, ça, c'est pour mettre le cadre. Et quand on regarde la contribution de l'élevage à l'économie, alors on commence souvent par la part de l'élevage dans le produit brut. Alors là, vous avez la part de l'élevage dans le produit agricole brut, donc vous avez ici en pourcentage, en barre ici, donc son évolution depuis 1975. Donc vous voyez qu'on est de 20% à 40% en fonction des régions. Et puis, on a plutôt une part qui diminue dans les zones du monde à haut niveau de revenus, comme en Europe ou en Amérique du Nord, et une part qui augmente dans la plupart des autres régions du monde. Alors, en termes de taux de croissance du secteur économiquement, vous voyez qu'on varie aussi entre 1%, 1,3% en Amérique du Nord, jusqu'à 4% en Asie du Sud, 3% en Afrique subsaharienne. Donc, c'est un secteur qui continue d'être en croissance partout dans le monde en termes économiques, mais davantage dans les zones du monde à niveau de revenus intermédiaires et bas. Alors, il y a un papier de Salman et al. Récemment qui a bien résumé la valeur de l'élevage. Là, on a regardé en termes de PIB, mais bien sûr, il y a des dimensions, des valeurs de l'élevage qui ne sont pas incluses dans le PIB. Alors, ils ont fait un mot résumé ici, tout ce qui est lié à la valeur culturelle et traditionnelle des animaux. On a déjà parlé de l'attraction et de la fertilisation, mais aussi le fait que le bétail sur pied, c'est une forme de trésorerie. Hein. On a tous travaillé avec ces dimensions-là. Et puis, moi, je voudrais rajouter à ça le fait que dans les produits de l'élevage, dans la valeur des produits de l'élevage, on parle souvent de viande, de lait et d'œufs. On parle des fois de fibres ou de cuir, mais on parle aussi très peu, par exemple, des médicaments. Récemment, il y a eu pas mal de bruit autour du fait de l'ASF et de son développement, notamment en Asie de l'Est et en Chine, on se retrouvait face à un déficit d'héparine, parce que l'héparine est beaucoup produite à partir du sang des cochons. Et donc, avec les abattages massifs qu'ils ont fait suite à cette épidémie, les laboratoires se sont retrouvés avec un déficit d'accès à l'héparine, qui est quand même un médicament, d'après ce que j'ai compris, qui était utilisé par plus de 100 millions de personnes qui ont des problèmes de coagulation. Donc des dimensions qui sont intéressantes à rappeler et qui sont rarement prises en compte dans les évaluations de valeur des produits de l'élevage. Alors, c'est pour poser un peu le cadre, hein, puisque derrière, il faut toujours penser qu'on se dirige petit à petit vers la discussion sur l'étiquetage. Donc, comment on tient compte de toutes ces valeurs, y compris économiques, qui sont rarement calculées. Alors, en résumé, voilà, donc, pour la partie économique, il y a donc la contribution à la croissance économique, la réduction de la pauvreté, à l'emploi. Je pense qu'on en est tous conscients. Il y a une dimension qui est importante, c'est celle du rôle tampon du secteur en termes de régulation des crises de marché, des sécheresses. Par exemple, si on a des surplus de céréales au niveau mondial, l'utilisation des céréales en alimentation animale, c'est aussi une façon de limiter l'effondrement des cours, par exemple. De la même façon, on se rend compte que en cas de sécheresse, les foyers qui ont des animaux d'élevage s'en sortent souvent mieux que les foyers qui n'en ont pas, parce que ça leur permet de stocker en termes de trésorerie et de générer des revenus pour acheter des aliments. Donc, ce rôle de tampon, je pense qu'il est important à rappeler.
Et puis, bien sûr, un autre point très important, alors au-delà de l'équité et des possibilités d'emploi, c'est comment assurer que la croissance du secteur se fasse aussi au profit des petits producteurs. On estime qu'aujourd'hui, dans les 30-40 dernières années, la croissance du secteur a essentiellement bénéficié à plus de 80% à des formes d'exploitation qu'on peut qualifier à large échelle, voire de type industriel, contrairement aux petits producteurs qui ont souvent toujours de fortes contraintes pour leur accès au marché et donc à la participation à cette croissance de la demande. Alors, le troisième point, c'est celui de la santé animale et de la santé publique. Je vais aller plus vite là-dessus parce que je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas experte dans le domaine. Mais bon, je pense que la résistance aux antibiotiques, c'est un des sujets qui nous occupe le plus en ce moment. On travaille maintenant en quadripartite. Alors, c'était la tripartite FAO, OMS, OIE. Et maintenant, on a l'UNEP, l'Agence de l'environnement des Nations Unies, qui nous a rejoints. Donc ça, c'est une bonne chose pour la question de One Health, donc une santé, qui est donc la santé, le fait que la santé des animaux, des humains et de l'environnement sont très liés. Et cette question de la résistance aux antimicrobiens est au cœur de l'approche One Health. Alors, quelques exemples, parce qu'on peut chiffrer aussi les impacts de la non prise en compte de la santé animale. Si aucune mesure n'est prise d'ici 2050, on estime que l'antibiorésistance pourrait causer 10 millions de vies par an, de perte de 10 millions de vies par an et 100 millions de dollars de production économique perdue. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ces estimations, mais ça donne une échelle. Alors, une autre maladie assez commune, la rage. Il y a des études qui estiment le coût de la rage en Afrique à un peu plus de 20 millions de dollars. Et puis, vous voyez, en Asie, presque 600 millions de dollars par an du fait des pertes économiques et productives liées à la maladie. Et puis, la fièvre afteuse, alors on a un chiffre ici pour le Royaume-Uni, mais on peut regarder aussi, par exemple, au Soudan du Sud, la vaccination, 25 $ par vache et par an, dans un pays où on a quand même une prévalence de la pauvreté très importante, notamment chez les producteurs, chez les éleveurs. Donc, finalement, un poids de la santé animale qui pèse dans toutes les régions et dans tous les pays du monde. Donc voilà le résumé pour cette. Donc je vous ai dit que je passerai vite, mais il faut considérer donc le coût des maladies, mais aussi quelque chose qui nous occupe de plus en plus depuis presque 1 an et demi, c'est les maladies émergentes et le rôle de l'élevage dans ces maladies émergentes. Le bien-être animal, c'est une question que je ne vais pas développer, mais qui fait partie de ces priorités de travail. On a parlé des antibiotiques. Alors, un point important, c'est aussi les contaminations alimentaires et le fait que dans les produits animaux, c'est quand même une préoccupation importante parce que c'est une large part des contaminations alimentaires, donc des maladies d'origine alimentaire, vient de produits animaux, donc produits laitiers, produits de la viande notamment, mais aussi des œufs, dans une moindre mesure. Et donc ça fait partie aussi des priorités qu'il faut continuer de financer, à la fois en termes de recherche, mais aussi de développement, et pas se reposer sur nos lauriers, j'ai envie de dire, parce qu'on a un peu tendance à penser qu'en termes sanitaires, on est déjà bien avancé, mais en fait, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans beaucoup de régions du monde. Et puis alors la dernière partie, c'est la question environnementale. Alors, je voulais commencer par l'utilisation des terres, pour donner un exemple d'utilisation de ressources naturelles. Alors, ça vient du même papier qu'on avait fait sur la consommation d'aliments, enfin le camembert que je vous ai montré sur la ration animale. Mais donc, on a converti ça avec des rendements et des taux d'utilisation en utilisation des terres. Et donc, vous voyez, on regarde les différentes espèces animales ici. Une grosse partie, donc pour les ruminants, c'est quand même les parcours et les pâturages. Et ce qu'on estime aussi, donc vous voyez, presque 2 milliards d'hectares. Et on estime que les 2/3, avec une estimation très conservatrice, les 2/3 ne sont pas des terres qu'on peut utiliser pour autre chose que des pâturages. Donc, ils ne sont pas convertibles à la production de céréales, par exemple.
Donc, vous voyez que ça c'est un point important quand on parle de compétition entre alimentation animale et alimentation humaine. Une grosse partie des terres utilisées en production animale ne pourraient pas être utilisées pour produire autre chose, notamment des cultures. Alors, un autre point dans l'environnement, c'est la question de la biodiversité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette étude. Alors je suis désolée, je n'ai pas mis la référence, mais c'est une étude qui est sortie il y a 2-3 ans et qui a été reprise par le Guardian en termes d'infographique. C'est comment est distribuée la biomasse de différents groupes. Alors, vous voyez, par exemple, la biomasse des oiseaux, c'est 70% des oiseaux d'élevage et 30% des oiseaux sauvages. Et la biomasse des mammifères, c'est 60% des mammifères d'élevage, 36% des humains et seulement 4% des mammifères sauvages. Alors, dans cette étude, c'est très intéressant parce qu'ils sont allés plus loin, ils ont même intégré les champignons. Donc, la distribution de la biomasse est estimée par plein de groupes différents. C'est très bien fait, mais ça nous donne quand même une perspective assez sombre. Si voilà, les mammifères sauvages représentent plus que 4% de la biomasse de mammifères totale. Alors, il faut quand même rappeler que les liens entre élevage et biodiversité sont complexes. Autant quand on veut parler de pollution au nitrate ou au phosphore, on a des chaînes d'événements à considérer, des mécanismes assez clairs. Quand on parle de la biodiversité, c'est un peu plus compliqué. Alors, on avait fait cette évaluation dans le partenariat LEAP à la FAO, et vous voyez que ça passe par des effets sur la pollution, des effets sur les changements d'habitat, des effets bien sûr sur le changement climatique, sur la surexploitation des ressources, mais aussi sur les espèces invasives. Et puis vous voyez qu'on a du plus et du moins. Alors tout ce qui est, il y a des impacts positifs de l'élevage, à la fois sur, par exemple, si on regarde les habitats, on connaît beaucoup de types de systèmes d'élevage qui contribuent à maintenir des habitats et de la biodiversité. Alors moi, je me rappelle bien de ces systèmes que j'avais étudiés quand je travaillais à l'INRAE, notamment les systèmes pastoraux dans les montagnes européennes, mais ça existe ailleurs. Et puis on a des impacts négatifs, des chaînes de mécanismes négatifs. Si on prend par exemple, comme on parlait de la pollution de nitrate ou au phosphore, qui peuvent avoir des impacts sur la biodiversité. Mais donc, juste pour en rappeler un positif quand même, une étude que j'aime bien qui est basée sur un cas en Irlande, où ils ont mesuré donc, des indicateurs de biodiversité dans différents types de prairies, depuis la prairie sous-pâturée jusqu'à la prairie pâturée de façon intensive. Vous voyez que le plus faible taux d'indicateur de biodiversité dans ce cas-là, c'était bien sur une prairie sous-pâturée, et le maximum, c'était sur cette prairie pâturée de façon, je dirais, adaptée ou modérée. Et puis pour finir, donc, sur l'environnement, donc, parlons un peu de climat. Donc à la FAO, on a beaucoup travaillé sur cette question, et on a pas mal estimé les émissions de gaz à effet de serre à partir des différents systèmes d'élevage. Alors vous voyez ici comment ça se répartit au niveau mondial en termes de sources d'émissions, avec une approche en cycle de vie, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas seulement les émissions directes qui sont ici, le méthane entérique et les émissions liées à la gestion des effluents, à la fois en oxyde nitreux et en méthane, mais aussi toutes les émissions liées à la production des aliments et des fourrages, notamment par exemple, vous voyez, l'application de fertilisants et la dégradation des résidus de culture sur les hectares de cultures fourragères ou de cultures qui vont être utilisées en alimentation animale. Mais aussi les changements d'utilisation du sol liés à l'extension des pâturages, à l'expansion des pâturages au détriment notamment de forêts. Donc, vous voyez, c'est en fait les émissions directes, dans ce cas-là, elles représentent environ la moitié des émissions totales qu'on peut attribuer à l'élevage. Et donc, on a quand même beaucoup de moyens d'action dans la production des fourrages et des aliments qui s'ajoutent aux moyens d'action qu'on a sur la gestion des effluents et la réduction des émissions de méthane entérique. Et ces moyens d'action, on travaille beaucoup dessus à la FAO, alors à la fois en termes de simulation, mais aussi de mise en œuvre dans des projets à large échelle, que ce soit avec la Banque mondiale ou avec le FIDA, dans des grands investissements de développement de l'élevage. On s'attache à mettre en œuvre ces solutions de réduction des gaz à effet de serre.
Alors, si on prend l'exemple, par exemple, ici, de la production laitière dans les systèmes mixtes en Asie du Sud, on voit que, par exemple, d'après nos estimations, si on améliore de façon raisonnable la qualité des aliments et la gestion de la santé animale et de la reproduction en général, on peut réduire les émissions de 38%. On a un chiffre qui, par exemple, si on regarde les cochons en Asie de l'Est, donc si on travaille sur la digestion, sur le biogaz, hein, sur l'efficience énergétique et sur la qualité des aliments aussi, on oscille entre 20 et 28%. Vous voyez qu'on a quand même des scores possibles avec, en parallèle, des gains de productivité. Mais avec des solutions qui varient d'un système à l'autre et d'une région du monde à l'autre. Mais un dernier point que je voudrais souligner sur ces questions de gaz à effet de serre, parce que j'ai beaucoup aimé le graphique de Jean-Yves au début où fallait on peut regarder dans un sens des produits alimentaires jusqu'à l'environnement, dans l'autre, et puis finalement, en fait, on se rend compte que ce qu'il faut, c'est travailler en interaction entre les deux. C'est souvent présenté la question des gaz à effet de serre par type d'aliments. Selon le graphique central ici, en grammes de CO2 par 100 grammes de produits. Vous voyez, bien sûr, toujours les produits animaux sont les pires dans ces cas-là. Mais si on regarde à droite ici, vous voyez que la densité nutritionnelle, alors là, cette étude au Danemark, elle a regardé, je crois, une quinzaine de nutriments essentiels, fer, zinc, vitamine B12, vitamine A, calcium, etc. Et donc, ils ont attribué un score aux différents produits en termes de densité et d'apport pour couvrir les besoins des humains. Donc, ils ont fait un score mixte entre densité et contribution à couvrir les apports. Vous voyez que là, on retrouve quand même les produits animaux très, très, très au sommet de cette courbe, hein, donc, avec le fromage qui a le score le plus élevé, hein, qui contribue par 100 grammes de produits, le plus à la nutrition humaine. Et donc, si on fait un petit indice mixte entre ces émissions et puis cette densité, on a quand même un profil assez différent de ce qu'on retrouve. Alors, avec la viande bovine qui reste assez émettrice par score de nutriments, mais vous voyez que pour les œufs, le poisson, le fromage, ou même la viande comme la viande de volaille, on a des scores assez élevés, alors que, bien sûr, des scores très bas, on les retrouve pour le riz ou pour les bananes, avec des densités nutritionnelles assez faibles. Donc voilà, avant de conclure, pour résumer sur cette partie environnement et climat, les domaines d'action, je pense que là, on retrouve un peu ce que disait Jean-Yves sur son schéma, c'est encourager à la fois la production et la consommation d'aliments à faibles émissions de carbone. Et ça veut dire travailler sur nos systèmes de production, et ça veut dire aussi travailler sur nos systèmes d'alimentation, et le rôle des consommateurs est, notamment dans nos pays à haut niveau de revenus, de plus en plus important. Alors, dans les systèmes de production, c'est toujours bien sûr réduire l'intensité des émissions et promouvoir l'amélioration de la productivité, parce que je vous rappelle qu'on est dans un contexte où on va avoir besoin de plus en plus de produits, pas seulement produits animaux, mais aussi tout produit alimentaire si on veut continuer à nourrir la population et réduire cette situation de faim dans le monde qui se détériore actuellement. Alors bien sûr, le rôle de l'élevage, il est très important dans ce qui est l'accumulation du carbone dans les sols, et il y a de plus en plus de travail qui se fait pour que ça puisse être intégré dans les bilans. Notamment, on vient de finir la formulation de la deuxième phase du projet PRAPS au Sahel avec la FAO et la Banque mondiale, où on a pu intégrer dans les co-bénéfices climatiques de l'investissement dans l'élevage pastoral cette séquestration du carbone sur la base de travaux réalisés par le CIRAD notamment. Donc je pense qu'on progresse bien en ce moment sur ce volet, qui reste quand même une particularité très importante de l'élevage, hein. Il n'y a pas beaucoup de secteurs d'économie qui peuvent se targuer de pouvoir séquestrer du carbone. L'agriculture, notamment l'élevage et la foresterie, sont les seuls. Alors, on parlait un peu au début de la bioéconomie circulaire, excusez-moi pour la faute de frappe. Ça, c'est un enjeu important. Alors,
ça peut jouer sur la compétition entre alimentation animale et alimentation humaine, ça peut jouer sur la santé des sols, c'est de mieux intégrer l'élevage dans cette bioéconomie via les fumiers, mais via aussi la consommation de résidus de culture ou même de déchets de l'industrie agroalimentaire. C'est un enjeu majeur qui va demander des travaux notamment de réglementation sanitaire. Alors, il y a des pays qui ont bien avancé là-dessus, notamment au Japon. Ils ont déjà recyclé une grande partie de leurs déchets d'industrie agroalimentaire en alimentation animale. Et ça demande un effort des pouvoirs publics en la matière. Mais c'est un grand enjeu aussi en termes d'efficience de nos systèmes alimentaires, d'améliorer cette circularité. Et puis, alors bien sûr, l'agroécologie qui est une approche, je dirais, un peu holistique et qui revient régulièrement et, depuis qu'elle a été inventée dans les années 30, mais qui est en ce moment qui se distingue du fait du support qu'elle reçoit, notamment de la société civile et des groupes de producteurs. Je pense que c'est une approche qui est intéressante pour l'enjeu de la biodiversité, mais bien sûr aussi du climat et les services écosystémiques en général. Alors, je voulais juste faire un petit point, parce qu'on a parlé de ça récemment dans le groupe Mars avec des collègues qui s'intéressaient à la question. Sur cette question de controverse finalement entre experts et je dirais un peu le public, hein, comment se traduit la controverse de la consommation de produits animaux au niveau du public. Je pense qu'il y a 3 piliers, et ça a été très bien mis en évidence par Frédéric Leroy dans un papier de l'année dernière. 3 piliers, c'est le pilier de la nutrition, le pilier de l'environnement et le pilier de l'éthique. Et alors, il y a des fausses vérités et des vraies vérités dans chacun de ces piliers. Par exemple, l'association viande et maladies non transmissibles, pour le moment, elle est toujours très statistique et basée sur des régimes alimentaires assez occidentaux. Alors, on commence à identifier des marqueurs biologiques, mais c'est uniquement sur des études conduites sur les souris, de consommation élevée de protéines animales où on pourrait identifier la présence de marqueurs pour conduire à notamment cancer du côlon, mais la voie physiologique est encore loin d'avoir été établie. Alors bien sûr, vous connaissez les limites de certains chiffres sur l'environnement. 1 kilo de viande, ce n'est pas 15 000 litres d'eau, c'est 15 000 litres d'eau, dont 94% c'est de l'eau verte, de l'eau de pluie. Donc l'impact en termes d'indicateurs, là aussi, il faut faire attention à ce qu'on va choisir, ce qu'on va retenir pour mettre sur les étiquettes au final. Hein, qu'est-ce qu'on a vraiment derrière ces indicateurs? Ce n'est pas 12 kilos de céréales, on l'a vu. Et puis, alors le fait, bien sûr, que sur la question éthique, toute production agricole vient avec un certain coût moral et pas seulement l'abattage des animaux. Alors, ça veut dire quand même qu'il y a des progrès à faire. La surconsommation de produits alimentaires, elle existe. Elle n'est pas uniquement le problème de la viande, elle est sur tous les types de produits alimentaires. L'impact environnemental, il peut être réduit. Le bien-être animal, on est encore loin d'avoir une situation satisfaisante de façon générale au niveau mondial. Mais dans les propositions qu'on voit de remplacer les produits animaux par des alternatives, qu'elles soient à base de plantes ou qu'elles soient synthétiques, on voit aussi quand même surtout des grosses opportunités d'investissement d'entreprises qui ont tout intérêt à voir ces alternatives progresser dans l'opinion publique. Et puis, bien sûr, on progresse aussi en ce moment dans la recherche sur qu'est-ce que seraient les conséquences d'éliminer complètement les produits animaux, qu'est-ce que ça entraînerait en termes de nutrition, d'environnement et d'éthique. Alors voilà, pour conclure, j'avais envie de dire 2-3 trucs sur comment je vois les choses moi personnellement pour s'orienter vers des systèmes d'élevage durable. Tout d'abord, il y a quand même un point important, c'est qu'on a établi récemment un sous-comité d'élevage qui est vraiment une plateforme intergouvernementale dédiée à l'élevage. Alors jusque-là, les questions d'élevage se discutaient dans le comité de l'agriculture. Maintenant, à la FAO, nos ministres de l'agriculture au niveau mondial peuvent travailler dans ce sous-comité qui est dédié à l'élevage.
il y a quand même un enjeu très important de mon point de vue sur rendre compte des co-bénéfices climatiques et sociétaux des investissements en élevage. Et on y travaille beaucoup. J'ai parlé de la Banque mondiale et du FIDA, mais on peut parler aussi du Fonds vert sur le climat. Mieux rendre compte de ce qui se fait déjà en investissement en élevage et comment ça sert au climat, comment ça sert à l'économie et à la société, c'est à mon avis très important. Tout en tenant compte bien sûr de la diversité des systèmes d'élevage et de leurs fonctions. Et puis le dernier point qui pour moi est très lié à la communication, parce que finalement le secteur a un peu de retard là-dessus, j'ai l'impression, par rapport à la communication des avis opposés. Fournir des informations fiables et non biaisées pour soutenir ces investissements dans l'élevage, à mon avis, c'est essentiel. Et on voit de plus en plus de jeunes éleveurs qui communiquent là-dessus, et je pense que c'est un bon signe, et il faut les encourager et les aider. Merci beaucoup. J'ai été un tout petit peu plus long que ce que je pensais, je suis désolée. J'espère qu'on a quand même encore assez... Oui. Merci Anne. Ben oui, non, c'était très intéressant, passionnant. Je pense que ça a bien permis de positionner finalement cette problématique de l'évaluation environnementale dans le cadre plus large du développement durable. Et ta présentation montre que c'est vraiment important et nécessaire de le faire, car sinon on risque de faire évoluer les systèmes vers des choses qui peuvent se faire au détriment soit de la santé humaine, soit de l'économie ou de la vivabilité des milieux, en tout cas pour une partie de la population. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette approche au niveau mondial. Je pense que souvent, on aborde cette problématique avec notre focus national déjà, européen, ou de pays développés ou à fort revenu, comme tu le dis. Et ce que tu montres, c'est que finalement, la situation elle est très diversifiée et que le point de départ n'est pas le même dans chacun des pays. Et même si on va aller au même endroit, les stratégies pour y arriver, vraisemblablement, sont très, très différentes, en fait. Compte tenu de la situation, par exemple, de malnutrition, réduire la production alimentaire, ce n'est pas une solution dans ces situations-là. En cas de consommation excessive, on peut se poser la question. Et aussi, donc, ces questions d'équilibre, donc on va voir, il y a quelques questions à ce sujet-là, entre la dimension économique, sociale et environnementale. Et là, trouver cet équilibre, il va beaucoup dépendre des régions du monde, il va beaucoup dépendre de l'histoire de ces régions aussi. Et ça, je pense, c'est aussi quelque chose qu'on a parfois du mal à faire parce qu'on est très marqué par notre situation locale, en fait, même parfois par la région où on vit, ou le pays où on vit, ou la zone du monde où on vit. Merci bien. Je pense qu'il est temps de clore cet intéressant webinaire. Donc, un grand merci, Anne, pour cette présentation très complète, très pédagogique. Merci. Nous avons couvert un grand nombre de thématiques, un grand nombre de sujets qui vont être approfondis lors des prochains webinaires avec d'autres experts. Merci à Jean-Yves et puis à Patrick et Christelle d'avoir managé toutes ces questions. Et donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire de l'Association française de zootechnie le 28 juin. Donc, encore merci à tout le monde. On peut peut-être préciser éventuellement si des questions sont restées sans réponse. On en est désolé, on a essayé de faire au mieux. Peut-être évoquer le fait que Anne a gentiment accepté de pouvoir y répondre par email si c'était possible dans son emploi du temps. Merci à elle. Merci Anne. Merci d'avance. Et puis donc à une prochaine fois pour d'autres discussions intéressantes. Et merci aussi au public qui a bien interagi. Oui. Et il reste encore plus de 50 personnes, donc c'est très bien.